Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 119 de l'ESC Made in France. Aujourd'hui, on est dans un petit comité avec Gwen et Alejandro qui n'ont pas pu se présenter. On leur pardonne, bien sûr, hein, évidemment qu'on leur pardonne, messieurs. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Hein. Exactement, voilà. Ouh. Exactement, voilà, bouh, exact. On est tout à fait d'accord avec toi. Et donc, on salue les personnes qui sont présentes pour ce podcast ce coup-ci. Adil, bonsoir Adil. Bonsoir et viva Sanremo! Viva Sanremo! Viva Sanremo! Pourquoi je prends l'accent espagnol, moi? Bonsoir, Alex. Comment ça va? Mais ça va très bien. Et je crois, alors ôtez-moi d'un doute, mais je crois qu'on a un intrus dans l'enregistrement. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, parfait J'ai inconnu? vu passer à la fenêtre là, c'est qui? Présente-toi. Que faites-vous avec ces jumelles? Bonsoir, je suis le propriétaire, je viens constater les dégâts. Oh! Et oui! Pour ce Eh. petit épisode avec moins de membres présents, on a le retour de Arthur. Comment ça va? Ça va, j'ai soigné ma dépression. Oh bah c'est super l'ambiance, mec. Incroyable. Mais bien sûr, mais force à tout le monde, bien sûr. Devenu chante d'un coup là. Force au bonheur. Bah c'est février, hein, tout le monde fait la gueule en février. On commence donc avec un programme assez chargé avec des infos concernant l'Eurovision en soi et bien sûr de nouvelles chansons pour le line-up. On commence dès maintenant. On commence donc avec une info cruciale, les présentatrices de l'Eurovision 2024 à Malmö qui ont été annoncées par la SVT. Ce sera donc Malin Åkerman et Petra Mede. Vous connaissez certainement l'une d'entre elles et moins l'autre, Petra Mede qui était la présentatrice de l'Eurovision 2016 avec Mansell Melo, et également Malin Åkerman qui est une actrice assez de renom plutôt calibrée, qui a joué dans des films comme Rampage avec The Rock ou bien Watchmen de Zack Snyder. Donc des présentatrices qui peuvent donner envie. Adil, qu'est-ce que tu penses de ces deux présentatrices pour l'Eurovision 2024? Bon, je sais pas qu'est-ce que Malin Akarma va donner en tant que présentatrice, mais bon, je sais que Petra Mede va bien animer les demi, les finales. Bon, après, je vais avoir ma petite réserve. La SVT aurait pu faire preuve d'originalité, mais bon, hein. Et vu que ça a bien marché en 2013 et 2016, allez. Comment d'origine? Petra Mede. Bah oui, en fait, c'est que Petra Mede l'a déjà animé 2 fois, donc. Ah bah on ne change pas une équipe qui gagne. Ouais. C'est pas faux. Ouais, pas faux. Alexandre, Mais bon, bonne chance à Malin et Petra. bien sûr. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ces deux présentatrices? Bah, très content. Petra Mede qui revient, c'est une queen évidemment qu'on adore tous ici. Pareil, je ne connais pas Malin Åkerman, mais je suis sûr qu'elle fera très bien son travail et peut-être qui sait qu'elle arrivera même au même statut que Petra Mede, parce qu'après tout, en 2013, personne ne la connaissait. Et quand en 2016 elle est revenue, bah là, elle a été instaurée comme la présentatrice phare de l'Eurovision, hein, en Suède du moins. Donc, qui sait, hein, si ça se trouve, les deux feront un travail aussi bien. Et oui, C'est donc tout ce que je oui, exactement. À noter donc que oui, Malin Åkerman n'a pas beaucoup d'expérience en termes de présentation. Elle est principalement actrice, mais ça montre une aisance sur scène. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que être actrice est une bonne qualité pour pouvoir présenter l'Eurovision. On a une autre actrice qui avait présenté l'Eurovision l'an dernier, j'ai oublié son nom, mais elle avait joué dans Game of Thrones notamment. Oui, Dans en Lord effet. of the Ouais, en effet. Ouais, non, c'est une bonne qualité d'être actrice, j'ai l'impression. Et puis, bon, le retour de Petra, comment ne pas être heureux? Attention quand même à ne pas avoir trop de Petra, parce que trop de choses tuent la chose. Donc, mais en tout cas, je suis content de la revoir et ce sera un plaisir de regarder l'Eurovision avec elle. Je suis limite en train de me dire, est-ce que je skipperai pas les commentaires français cette année pour avoir que de Petra? En attendant, Gwen et Alejandro également sont très contents de la présence de Petra. Évidemment, même si eux aussi, ils connaissent pas trop Malin Åkerman. Et oui, comme je l'ai dit, elle n'est pas présentatrice, elle est surtout au cinéma. D'ailleurs, petite fun fact concernant Malin Åkerman, elle est mariée à l'acteur Jack Donnelly. Jack Donnelly qui est le fils de l'une des membres du groupe Bucks Fizz, qui a remporté l'Eurovision en 1981, si je crois bien. Donc, petite légion pour l'Eurovision, ça fait toujours plaisir, ce genre d'anecdote à la con.
Donc je l'avais trouvé sur Wikipédia, j'avais envie de le mentionner vite fait. Mais du coup, un line-up de présentatrices assez prometteur, évidemment. Donc Petra, Arthur, il disait surcharge de Petra, mais est-ce que cette règle s'applique à Petra? Moi, je vous le demande. Franchement, moi, je vous le demande. Je vous le demande. Enfin, c'est pour moi une garantie d'une présentation de qualité, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci la SVT. On continue avec une deuxième information sur l'Eurovision 2024. Et là, pas des moindres, c'est le tirage au sort des 2 demi-finales qui ont été révélées. Donc, des demi-finales assez. Qui ont fait parler, surtout. Alors, d'habitude, il y a un ordre précis à faire, mais je pense qu'on est d'accord un peu sur le fait que si on veut parler de les relations entre les pays en ce qui concerne les votes, etc., je pense que l'homme de la situation, c'est Gwen. Bon, il n'est pas ici, mais il a quand même laissé quelques notes. On va d'abord parler de la première demi-finale, on en profite qu'on est un peu moins nombreux. Pour la première demi-finale, Gwen a parlé d'une demi-finale de la mort, avec 11 pays présents qui étaient finalistes l'année passée, donc il risque d'avoir des différences par rapport à 2023. Première partie qui est horrible, avec des pays qui se qualifient assez souvent, comme la Lituanie, Serbie, Ukraine ou Chypre, voire même la Croatie ou la Pologne. Pareil, seconde partie, c'est pareil, c'est horrible, avec l'Australie, Finlande, Portugal qui sont des candidats redoutables. Et du coup, avec beaucoup de doutes concernant des pays comme le Luxembourg, par exemple, qui est également dans cette demi-finale 1 et qui risque d'être en difficulté. Concernant les relations, il parle notamment de la Croatie, la Slovénie et la Serbie, évidemment, qui sont tous ensemble, l'ex-Yougoslavie qui risque de se faire plaisir entre eux et ça risque d'être assez sympa de leur côté. Également la Lituanie, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine, qui, pareil, dit également qu'ils ont de bonnes relations entre eux et se filent régulièrement des points, donc ils peuvent être dans de bonnes dispositions. On va d'abord parler de la demi-finale 1 vite fait avant de faire la demi-finale 2. Donc du coup, Adil, qu'est-ce que tu penses de ces demi-finales, de cette première demi-finale? Bon, c'est vrai que niveau pays, c'était la défine le niveau de la mort. Mais je sais pas, j'ai un petit doute. Je crois que la DF2, pour moi, c'est un peu le niveau de la mort, vu les potentielles chansons choisies. Hein. Mais aussi, surtout parce que quand même, les 2 pays auxquels qui risquent un peu de tuer l'image de concours, Israël, c'est en DF2, qui va se qualifier facilement parce qu'il y a quand même beaucoup de copains de la diaspora israélienne avec nous et l'Islande, selon la chanson, parce que si c'est Bachar, mais là, ce n'est pas de sujet. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme première demi-finale? Ben, Gwen l'aura mieux expliqué que moi. Et dans la DF2, je pense que ce sera surtout pour la partie musicale. Mais avec la Tchéquie et l'Albanie, ouais, je vais peut-être m'abstenir de développer. Ok, Alexandre, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je trouve pas que cette demi-finale sera alors la première, du coup. Moi, je ne pense pas que la première demi-finale sera si compliquée que ça. Parce que quand je regarde les pays, on a certes la Croatie, la Serbie et la Slovénie, merci, qui sont évidemment des pays de l'ex Yougoslavie qui vont évidemment voter entre eux, ça c'est certain. Mais je pense pas, parce qu'en plus, si je me trompe pas, c'est la demi-finale avec le moins de pays. Donc en fait, il suffit qu'il y ait juste 4 pays ou 5 à peu près, on va dire une cinquaine de pays, ça se dit pas vraiment, mais vous avez compris, Oui. qui ait une chanson assez médiocre, ce qui est possible, et on a déjà nos 10 qualifiés, en fait. Donc selon moi, ce sera dépendamment des chansons, alors ça peut être ça pourra être une demi-finale avec beaucoup de chansons assez, assez fortes, mais c'est pas garanti selon moi. Au contraire, même, je pense que la deuxième demi-finale a un potentiel parce que déjà, on a évidemment la meilleure chanson de cette Eurovision pour l'instant, c'est-à-dire Ulveham dedans. Donc déjà, c'est un gros plus. On en parlera après. Euh, Mais on a également des pays assez puissants. Hein, bon, même s'ils ont perdu quand même un peu de pouvoir récemment, on a la Suisse, on a l'Arménie, l'Autriche qui quand même a eu quelques bons résultats, la Grèce qui globalement n'a pas beaucoup déçu, sauf l'an dernier.
On a notamment Israël, mais on en reviendra plus tard. On y reviendra Ouais. plus tard. Et on a les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas et l'Estonie qui, si jamais ils envoient 5 minutes des pouloup, ça risque d'être la fête. Donc, et la Géorgie, on ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir, et la Belgique encore moins. Donc franchement, c'est pas dit qu'on aura forcément des demi-finales si déséquilibrées. Donc moi, je me réserve la surprise de tout ça, et en tout cas, j'ai hâte. Bon, dans ce cas-là, j'en profite pour dire ce que Gwen pense de cette deuxième demi-finale. Donc, il va la trouver plus ouverte que la première, avec des pays qui peuvent soit se qualifier, soit se faire éliminer. C'est probablement l'année pour la Géorgie et la Lettonie de se qualifier pour la finale. Gwen a peur également que Saint-Marin se fasse croquer en un seul morceau par tout le monde. L'Arménie est le pays le mieux placé. Il peut bénéficier de l'aide de la France, de la Géorgie, de la Grèce, etc. Trouver les 6 éliminés ne va pas être chose aisée comme chaque année. Moi personnellement, alors je ne suis pas le plus qualifié en ce qui concerne les relations entre les pays, qui vote, qui fait quoi, machin. J'ai tendance à ignorer ce genre de choses pour l'amour du suspense. Mais j'avoue, il y a quelques pays, surtout les pays dont on connaît déjà les représentants, du coup, où j'ai un peu peur, par exemple l'Irlande, où j'ai un peu peur que Bambi Thug se fasse un peu bouffer en première partie, etc. Donc un peu de crainte. Mais en l'état actuel des choses, je suis content de dire que les deux demi-finales sont assez équilibrées. Je suis surtout content que les pays avec des relations un peu ric-rac, voilà, avec des potentiels dramas, bah, tous ces pays-là ont été séparés, donc l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le Luxembourg et Israël, enfin ce genre de pays-là qui auraient pu donner des situations vraiment, vraiment pénibles. Donc sont séparés tout en tous, donc je suis très content. Et bien sûr, évidemment, la séparation de la Grèce et de Chypre. Évidemment, on est tout le temps heureux quand ça arrive. On est toujours heureux. Non, mais sinon, des demi-finales plutôt équilibrées. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et on fait confiance à Gwen sur ses analyses, toutefois, toujours aussi professionnelles. Je tiens à dire, Oui. euh, alors personnellement, c'est la première fois que je vois des demi-finales où j'ai absolument rien à dire dessus. Ah ouais. Genre, je les trouve extrêmement bien répartis et je peux pas dire grand-chose. Par contre, si je peux rajouter un truc, t'as dit que t'avais un peu peur pour Bambi Thug. Je tiens à dire que même si on a que 10 chansons à l'heure actuelle, elle est dans le top 10 des bookmakers. Oui, non, mais ça veut rien dire, ça, pour Ça l'instant. veut rien dire, mais T'as moi je tout vous dis, le. en vrai, tu vois que quand des chansons sortent, en fait c'est un truc que j'ai remarqué chez les bookmakers, une fois qu'une chanson est sortie et que les bookmakers se disent, bon, bah ça n'a aucune chance de gagner, elle descend très vite dans Oui, le c'est dans top. les bas-fonds. Alors que Big Bug, ça reste en haut. Je dis ça, je dis C'est rien. vrai que c'est curieux. C'est vrai que c'est un peu curieux. Mais malgré tout, je ne veux pas non plus énormément prendre l'avis des bookmakers en compte pour l'instant. On verra ça quand les 37 chansons sont sorties. On entame maintenant les chansons de cette Eurovision 2024. 4 nouvelles chansons ont été révélées cette semaine. On commence donc. Alors, j'ai fait un ordre comme ça, mais on va faire ça par ordre de révélation. Euh, donc, on va commencer par la Norvège avec donc Goethe, qui va représenter la Norvège à l'Eurovision 2024 avec leur chanson Ulveam, une chanson rock folklorique racontant l'histoire d'une fille s'étant faite transformer en loup par sa démoniaque belle-mère. Donc une chanson tout en métaphore, vraiment très compliquée à analyser, etc., avec un texte très minime. Même le groupe eux-mêmes disent que il faut vraiment se pencher dessus pour vraiment comprendre le ton de la chanson. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle proposition de la Norvège de Goethe? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que le NEP était quand même, bon, un peu mieux que les dernières années, mais on voit vraiment que c'était les prestations qui ont élevé la plupart des musiques dans l'eau. Hein. J'avoue que j'avais voté pour Goth Minister avec We Come Alive, et par rapport à Super Rob, dont c'était mon favori avec Erik Norwich, bah, la prestation était molle. Hein. Ah oui, c'est dommage. Hein. Par contre, j'avais commencé à flipper qu'on allait se retaper Kano, alors que c'était quand même beaucoup moins beau que Spirit in the Sky et Monument. Hein. Ah, c'est Gwen qui va pas être content, ça. Mais ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, les membres du jury international dont la France ne faisait pas partie? Mais qui sont ces membres? Est-ce que c'était des Eurofans qui ne juraient que par le nom?
On verra si la NRK dévoilera le nom. Hein. Mais bon, à part ça, heureusement que t'es là parce que sinon, on aurait pété un câble, même moi. Hein. Et à ce point, on était à 6 points de la catastrophe. Et du coup, c'est gâté avec Ulveam. Au début, j'étais pas très chaud. Mais quand même, la prestation, bordel de nem, c'est stylé, hein. Mais attention, ça risque de faire une filaine. On a vu le résultat du score de Blanca Paloma, hop, ça flop. On a le résultat d'Avenes que j'adorais, que c'est injustement sous-côté, ça flop. Au moins, ce qui est sûr, c'est que le Norvégien est de retour en 2006 et que j'espère vraiment que ce sera en finale parce que la prestation le méritera amplement. En effet, tu fais bien de le souligner, Adil, c'est la première fois depuis 2006 que la Norvège propose une chanson en norvégien, et c'est également la première fois depuis 2005 que la Norvège propose du rock. Après, tu parles de Kaino, etc., mais j'en profite du coup pour bondir sur la vie de Gwen, qui pour le coup avait bien envie de voir Kaino gagner, malgré qu'il trouve Elveham correct, surtout par rapport à la performance. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de Goethe? Mais qu'est-ce que j'en pense? Mais je suis tout bonnement aux anges. Clairement, enfin, j'étais en extase quand j'ai vu que Goethe avait gagné. Donc c'est une chanson évidemment qui est totalement dans ma veine puisque c'est du rock chanté en norvégien, j'adore cette langue, avec du coup des paroles inspirées d'un poème datant d'il y a 1000 ans, reflété donc en sachant que du coup, comme vous savez, ils ont dû changer les paroles de la chanson pour à la demande de la NRK par peur de demande de la part de l'UER. Au final, ils l'ont fait en même pas 2 jours. Oui, Donc bah, tranquille. tout le monde pensait que ça allait les désavantager, que ça allait être compliqué. Au final, ils ont fait ça en 2 jours et la chanteuse n'a eu le point de souci à réciter les paroles. Si on les traduit, ça fait peau de loup, donc Ulveram. J'étais une jeune fille si élégante et gracile, dotée d'une affreuse marâtre. Ma mère avait péri. Elle me transforma en épée et en aiguille et m'envoya à la cour du roi. Et ma marâtre, pardon, ma marâtre ressentit une telle colère lorsque tous les grands de ce monde m'adorèrent. Refrain. Elle me donna une peau de loup gris et me maudit à errer seul dans les bois. Et je ne pourrai retrouver ma forme et ma bonté qu'après avoir bu le sang de mon frère. Le refrain étant une partie vocale qui n'a pas de sens en elle-même. Hein. C'est plus du chant Ouais, traditionnel. chant Mais, folklorique, oui. mais tout ça pour dire, donc évidemment, donc c'est basé sur une vraie histoire. Et en fait, c'est ça que j'aime avec ce genre de chanson. C'est un peu comme à la base avec Shum. Donc là, évidemment, même s'ils ont quand même dû changer aussi les paroles et légèrement la mélodie du chant. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que toutes ces chansons, ces morceaux, en fait, représentent extrêmement bien et de manière accessible à l'Europe la culture de leur pays. Quand vous écoutez, en fait, quand vous écoutez Shum, déjà la langue ukrainienne et puis, ce beat extrêmement, rapide et cette rave un peu, et cette mise en scène qu'on a vue à l'époque très apocalyptique, ça fait un peu, cet effet un peu désaturé mais en même temps extrêmement énergétique que les gens ont que les gens ont comme image de l'Europe de l'Est en général et c'est pour ça, selon moi, qu'entre autres, ça a extrêmement bien marché. Et là, c'est pour ça qu'à mon avis, ça marchera, aussi bien, avec la Norvège. Parce que cette chanson, c'est typiquement ce qu'on pense quand on nous mentionne la Norvège, en fait. On dit: «Ah bah oui, la Norvège, les trolls, les fjords, les légendes, tout ça, la mythologie, tout ça». Bah, cette chanson, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc les gens quand ils verront cette chanson, ils vont se dire: «Ah mais oui, mais c'est la Norvège là, la chanson là avec les images de montagnes, les cascades, tout ça». Bah oui, et du coup, ils vont voter pour ça. Et donc c'est pour ça, je pense aussi, mais ça, je vais pas faire une tirade dessus, mais notamment que les pays, bah, du Big Five, hein, qui ont une immense réputation musicale, quand ils sélectionnent des chansons qui sont pas forcément de l'image de leur pays, et ben ne finissent pas forcément avec un classement très reluisant. Mais ça, c'est un sujet pour plus tard, pour sans doute après la saison. Mais du coup, oui, je pense que ça a toutes ses chances à Malmö. Évidemment, ça se qualifiera. Et peut-être même, ça peut. Alors,
toi, à l'instar de Teresa et Maria, qu'on évoquera dans pas longtemps, je pense que ça peut jouer la win. Franchement. Ouais, je serais pas de cet avis-là, mais je pense que ça peut largement compter le top 10. Arthur, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Ulverham? Est-ce que je suis activé? Oui, je suis activé. Alors, Ulverheim. Alors, déjà, tout d'abord, avant de donner mon avis sur Ulverham, j'ai adoré le MGP cette année. J'ai trouvé que les chansons étaient d'une très bonne qualité et les mises en scène étaient vraiment du top niveau. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder le MGP. Sachant que Ulverham était du coup ma chanson préférée de ce MGP, donc je suis aux anges du fait que la chanson ait gagné. Alors pour préciser les propos de Alexandre, alors moi j'appellerais pas ça du rock, j'appelle ça dans la catégorie niche qui est celle de l'électro-folk, un mélange entre de l'électro, du rock et de la chanson folklorique, qu'on peut retrouver justement dans les chansons de Goa ou encore dans la chanson d'Alban et Aez, Fulen. Je trouve cette chanson à la fois, je trouve qu'elle a à la fois un côté envoûtant et à la fois, putain, t'as envie de faire du headbang pendant toute la chanson. Je pense que ça va mettre une très bonne ambiance à Malmö. Et je suis d'accord avec Alexandre, ça peut jouer la win très clairement, ou au moins le top 5. Donc, gros coup de force de la part de la Norvège cette année. Et je pense très honnêtement que Keino n'aurait pas pu avoir un score aussi bon que Gott à l'Eurovision. Est-ce que je peux gâcher votre joie un peu? Non, ça ira. Allez, on passe à la prochaine chanson. C'est pas toi Teresa et l'animateur! Maria. C'est pas toi l'animateur! Non, 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 Alors. allez, gâche un peu l'ambiance. Je sors, ça se passe. Non, non, bien sûr, on est tous enthousiastes Vas-y, par vas-y, rapport à vas-y. Ulveham, etc. Je tiens juste à signaler le fait que d'autres ont donné quelques déclarations concernant leur participation à l'Eurovision, disant que c'est pas une garantie 100% par rapport à, vous savez quoi, la participation d'Israël à l'Eurovision. Voilà, ils ne sont pas d'accord avec cette participation. Donc, ils ont précisé que qu'ils allaient y réfléchir, que c'était pas garanti. Mais malgré tout, ça part plus sur une participation que sur un retrait. Donc, respirez. Respirez à coup, ça devrait bien se passer. Mais oui, évidemment, moi aussi, je suis vraiment convaincu par Ulveham. Et c'était pas parti pour. Vraiment, lors des sorties des studios, c'est pas la chanson que je me disais vraiment, c'est ça qu'il faut amener, même si j'apprécie le style, etc. Je trouvais que ça manquait un peu de punch, que vraiment ça décollait pas assez. Mais alors vraiment, moi je demandais à ce que ça décolle, mais alors là, ça a décollé. Hein. Lors du live, ça a décollé comme jamais ça a décollé. Et oui, pour moi, même je l'avais dit lorsqu'on avait parlé de la deuxième demi-finale du Mélodie Grand Prix, pour moi c'était la chanson à prendre, c'était le bon choix pour la Norvège. Et oui, enfin voilà, moi il y a tout qui me fait plaisir avec cette chanson. C'est une chanson que la Norvège n'a pas envoyée depuis, c'est un style de chanson que la Norvège n'a pas envoyé depuis très longtemps, du norvégien, du rock. Enfin vraiment, ça me fait vraiment plaisir et d'autant plus que c'est encore une fois une chanson avec énormément de potentiel. Et vraiment, la Norvège, dernièrement, a enchaîné les chansons vraiment avec un énorme potentiel, etc., qui font de bons résultats avec Subwoofer, avec Alessandra. Et là, maintenant, avec Gotye, qui pareil, moi je suis d'accord, hein, moi je pense que ça peut totalement tenter un très bon résultat, voire un top 5. Je n'irai pas jusqu'à dire de tenter la victoire, parce que je trouve malgré tout que ça reste un peu, comment dire, c'est pas le truc le plus accessible. Ça peut rebuter pas mal de gens. Ça peut quand même empêcher quelques personnes de se dire ah c'est ça. Parce que ça reste du rock et il y a quand même pas mal de gens qui n'aiment pas le rock. Voilà, c'est simple, faut le dire à un moment. Donc Il y a tellement de gens qui n'aiment pas le rock que Maneskin a gagné en 2021. oui, mais c'est Maneskin aussi, c'est de la triche, c'est Maneskin. Et Goaï en 2021, c'est de la triche Ils ont aussi. pas, ils ont pas gagné eux. Ils ont pas gagné. Oui, mais ils sont dans Ouais, le top 5 quand même. Bah c'est ouais, ce que je mais dis. Non Blind non, je parle de Channel. victoire, pas de bon résultat. Je parle de victoire. Non, je pense qu'ils peuvent viser le top 5. Je pense qu'ils peuvent le viser. Je parle de victoire. Et leur dit Tu me fais chier, c'était en 2005, frère. C'est bon. C'était Il y en avait que 2000. du télévote aussi.
Et avec ah bon, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Mais voilà quoi. Donc Goethe, un choix vraiment bon, hein, pour la Norvège. Et pareil, j'ai pas parlé de la vie d'Alejandro, mais pareil, lui aussi, il est totalement convaincu. Tout le monde est convaincu, j'ai l'impression, c'est super. Et pareil, il tenait à mentionner la qualité de ce MGP 2024 qu'il a trouvé vraiment bon par rapport aux années précédentes. Moi, je suis de l'avis contraire. Je trouve qu'on est à un niveau en dessous par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai que les mises en scène et tous les lives, etc., m'ont quand même élevé mon estime par rapport à cette édition. Donc voilà. Et bonne chance pour Goethe. On est tous d'accord sur le fait que niveau demi-finale, ça devrait bien se passer les concernant. Maintenant, on croise les doigts, on n'est pas à l'abri d'une guigne. On continue donc avec la deuxième chanson du Big Five après la France. Cette fois-ci, nous tombons sur l'Espagne avec le Benidorm Fest 2024 qui s'est conclu avec la victoire de Nebulosa avec la chanson Zora. Zora. Arrête d'insulter les gens, Max. Écoutez, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute, ils avaient qu'à voter pour quelqu'un d'autre. C'est quoi ce présentateur qu'on a dit qui insulte les gens là? Mais bien sûr, Zora, tout honneur. Allez. Et donc Zora de Nebulosa, qui est une chanson bien festive par rapport à d'habitude, par rapport à l'an dernier. Une chanson sur pas mal ironique sur la place de la femme, sur sa manière de vivre la vie, etc. et du jugement que certaines personnes peuvent porter à certaines femmes un peu trop, disons, qui s'amusent un peu trop. Donc, on a envie de parler de Nebulosa, évidemment. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle chanson de la part de l'Espagne? Je ne comprends pas comment cette chanson a gagné. Parce que, avec la DF2, je m'étais dit, c'était free win pour San Pedro. Je crois que quasiment tout le monde est d'accord. Je crois que c'était la chanson le plus hâte pour essayer de sortir en Espagne du tréfonds du classement, surtout des votes. On avait avec EAEA. Et là, avec le vote démoscopique et tes votes, t'as Nebulosa qui gagne au plus grand des calmes. Je me dis, ok. Parce que quand même, je crois, quand j'ai écouté la première fois, je me dis, cette chanson, elle me gonfle. Et avec la mise en scène, avec des vieux qui ont tenté de représenter ça l'année dernière, avec des hommes torse nus, ce qui n'est pas bon signe en général, je me dis, c'est mort. Et là, finalement, ça a gagné. Bon, en fait, on est sûr, de 1, ça ne joue ni la gagne ni top 10, mais de 2, ça jouera le bottom 10. Mais on ne sait jamais, vu la hype des Espagnols, comme d'hab, ça va jouer le bottom 10, malheureusement, mais c'est encore overhypé par les Espagnols, comme toujours. Et sinon, je peux dire une connerie. Oh non! Là, j'ai peur. Oui, C'est parce Adil! Parce qu'en fait, vu que ça s'appelle Zora et que ça, c'est un peu une ref à Zoro, c'est pas la sœur de Lazara. Ah ouais! Let's go! Voilà. Négociation Bon, compris, mesdames et maintenant, messieurs. voilà. Bon ben, en exclusivité, pour clore cet épisode, je ferai une cover Lazara qui chante Zora. Voilà, la boucle est bouclée. Merci, Adil. Alexandre. Sinon, Ouais, sinon les Espagnols, on se vend en 16e place, hein. ok. Eh ben. Merci, Adil. Alexandre. Alors, je sais plus si c'était toi, Mike, qui avait dit que cette édition du Benidorm était la meilleure des 3 qu'on a eu Exact, jusqu'à je le présent. revendique toujours. Mais malgré tout, si c'est le cas, alors je peux pas, nier ou pas cet état de fait, vu que je n'ai pas vraiment, écouté toutes les chansons des 2 autres enfin, je les ai écoutées, mais je m'en souviens plus vraiment et j'ai la mémoire courte. Mais si c'est le cas, en tout cas, ce vainqueur, hein, que l'on a eu, samedi dernier ne fait pas vraiment justice à cette précédente déclaration. Mmh. La chanson, je trouve cette chanson extrêmement datée mélodiquement et pas dans le bon sens. Pour ceux qui savent pas, hein, Zora, c'est un terme extrêmement péjoratif en espagnol qui sert à désigner une femme, mais de manière très 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 méchante, hein. C'est équivalent des mots de type pute ou salope. Oh merde, j'ai dit un gros mot. Euh, donc On est voilà. dans la rue. On va passer de 0 € gagné à 0 €. On C'est ouvre un triste. Patreon, mesdames et messieurs.
Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît, ouais. Et donc malgré tout, cette chanson a quand même une âme, évidemment. Heu, mais franchement, je trouve qu'il y avait mieux à faire. En fait et d'un côté, en fait, c'est un peu sadique ce que je vais dire, mais en fait, j'espère un peu que ça fera bottom 5, Oh parce non! que, j'ai quand même envie que les Espagnols ressentent ce goût amer de la défaite que nous, en 2022, nous avons eu avec Fulen. Et cette même hype, cette même, énergie positive, hein, le fait d'avoir eu une chanson en breton, et globalement une chanson très originale. Je veux qu'ils ressentent cette hype, détruite et qu'ils ressentent le désespoir. Oh, C'est je je vais pense qu'ils l'ont peut-être un un peu peu eu loin. l'an dernier. Je pense qu'ils l'ont un peu eu l'an dernier. C'est vrai, mais eux, ils ont fait 17e place et non pas avant-dernier. Mais Certes, mais ils ouais. ont fini avant-dernier du télévote. C'est quand même terrible. Mais malgré tout, je dis ça évidemment, mais évidemment, je ne blâme pas l'artiste, bien sûr, et je lui souhaite quand même bon courage à Malmö, évidemment. Arthur? Alors, euh, j'aime bien Zora. Je sais que toi aussi, Mike, du coup, voilà, on va un peu contrer tous ces haters. On sera avec Euh, Alejandro, t'inquiète. C'est du 3v3 de toute euh, façon. C'est vraiment du 3v3. Zora, effectivement, message incroyable. Je suis trop content que ça ait gagné. C'est un message un peu similaire finalement à ce qu'avait essayé de donner, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui chantait Mama, 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 Ah oui, Rigoberta nanana. Bandini, bien sûr. Roberto Mancini, voilà, je trouve que c'est un peu un message un peu similaire, très féministe. Oui. Euh, ouais, donc ça me plaît beaucoup. Surtout que l'UR a validé les paroles, donc ça c'est encore mieux. Euh, En tout cas, ouais, ce Benidorm était. Alors, comme à chaque Benidorm, j'étais un peu plus convaincu sur les lives qu'en écoutant les chansons studio, déjà. Et ça a été le cas avec Nebulosa qui a fait qui est monté dans mon top à une vitesse incroyable une fois que j'ai vu la performance. Sachant que cette performance est, je trouve, très très bonne. Maintenant, je suis jaloux du look des danseurs, il faut le dire. Euh, Alexandre disait que la musique faisait dater. En effet, ça fait dater, mais je pense que ça fait dater pour exprès, enfin exprès. Genre, c'est le style qui veut ça. Pour moi, je trouve ça adapté et ça fait un petit peu chanson cliché à l'Eurovision, mais je trouve ça plutôt bon et je pense que ça pourrait avoir quelques votes hein, par-ci par-là. C'est sûr que ça ira pas top 10. Je pense pas que ça ira top 10. À moins qu'ils fassent une performance comme ils ont fait à Benidorm, mais genre en plus gros pour l'Eurovision. Je pense pas que ça fera un top 10. Après, voilà, quoi, c'est toujours une chanson assez sympathique. Mais ouais, non, franchement, je suis content que des chansons avec des valeurs comme ça puissent aller à l'Eurovision. Bah écoutez, moi je suis totalement d'accord, hein. Après, moi avec Alejandro, on a toujours été les fanboys du Benidorm sur ce podcast. Et à titre personnel, moi je le dis, hein, vraiment, avec la finale qu'on avait eue sur les 8, j'étais parti en détente parce que à mes yeux, il pouvait prendre qui il voulait, j'aurais été content. Vraiment, j'aimais les 8. Donc j'étais satisfait. Nebulosa reste quand même l'une de celles que j'aimais le moins, entre guillemets, parmi les 8. Mais ça veut rien dire. En vrai, j'aime beaucoup Zora. Même si, d'autant que c'est pas une chanson que j'appréciais à la base. Parce que vraiment, au début, lors de la première écoute, c'était ma dernière place. Nebulosa était ma dernière place. Et vraiment, j'étais en mode, je pense que pour moi, c'est la seule, vraiment, que je trouve pas ouf. Et puis le temps est passé, j'ai lu le texte, les écoutes se sont enchaînées, et maintenant, Sola des postales. Et je suis très heureux. Et on parle du live, etc., etc., mais moi, franchement, je suis désolé, elle a fait l'une des meilleures prestations, je trouve, dans son style. C'est pas une chanson qui demande beaucoup de choses en termes de vocalité, etc. Vraiment, ce qu'elle a proposé, c'était largement suffisant pour retransmettre les émotions que voulait retransmettre la chanson, etc. Cette petite joie un peu candide en mode bah, je fais ce que je veux, frère. Je fais ce que je veux et ça me fait plaisir, parce que ça me fait plaisir. Et je trouve que c'est bien retransmis, etc. Quand tu vois que tu avais tout le public qui scandait la fin des couplets.
Même pas le refrain, les couplets. Si les mecs arrivent à trouver les couplets, c'est vraiment que t'as bien fait. T'as bien fait ton taf. Euh, donc oui, pour moi, ce Nebulosa méritait amplement d'être qualifié. Et oui, le texte, vraiment, moi, je trouve que le texte, il est vraiment bien et je le trouve très drôle. Je le trouve assez drôle. Même, voilà, les passages. Quand j'obtiens ce que je veux, évidemment, ce n'est jamais parce que je le mérite. Et même quand je conquérirai le monde, je n'aurai aucun mérite, encore une fois, pas une seule seconde. Mais des trucs comme ça, c'est tellement Mais con. non, mais c'est un message qui est purement féministe. C'est ça, C'est c'est genre, je fais c'est ça, genre, ça te plaît pas, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Non, non, mais c'est C'est surtout un qu'en peu- fait, dans la société actuelle, quand une femme réussit, c'est jamais car elle le mérite. C'est toujours, Voilà, oui, mais ton mari t'a c'est aidé, ça. oui, mais t'as été pistonné, t'es passé sur le bureau et tout. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Et c'est important que sur de chansons dénoncent ça. C'est ça. Mais même au-delà en termes de réussite, juste en termes de plaisir personnel ou quoi, pareil, hein, un autre passage du texte. Si je sors seul, je suis une salope. Si je m'amuse, je suis encore plus une salope. Si le jour, si la nuit se couche et que le jour se lève, je suis encore plus une salope. Je suis une salope de carte postale. Mais c'est très ironique au final comme chanson. C'est genre, bah, vraiment la chanson est dit, je peux faire n'importe quoi, on me traitera de salope. Donc c'est terrible. Et vraiment cette chanson, elle pousse un peu le fait de s'en ficher et d'aller au-delà et juste de s'amuser. Et du coup, ouais, c'est vraiment la sensation que cette chanson me procure. Moi, pour le coup, moi, je m'amuse beaucoup en écoutant la chanson. Et je pense que beaucoup de gens vont s'amuser à Malmö quand... Et, euh, et si vous voulez une petite anecdote marrante, je ne sais pas si elle a été dit encore jusque-là, Mhm. mais le dieu Nebulosa, en fait, la femme, Oui, parce que c'est un c'était duo, hein, d'ailleurs. Oui, oui, c'est un duo, oui, c'est un duo, c'est une femme et un homme. c'est Et ça. ben la femme, c'était, du coup, ils sont en couple, mais avant, c'était la babysitter Oui, exactement. Et quand ils étaient petits et quand ils sont grandis, finalement, ils se sont mariés. Alors, pas de panique, hein, ils ont genre 6-7 ans d'écart, hein, ça va. 17 ans, je Voilà, crois, comme ça. il y a pas de problème. Vraiment, c'est pas genre, il y a pas de dinguerie ou quoi. Tout va bien. Mais donc, voilà. Et pour le coup, sur ce podcast, c'est un peu un 3 contre 3 avec Adil, Alexandre et Gwen qui sont pas plus convaincus que ça, voire vraiment trouvent la chanson mauvaise. Et de l'autre côté, Alejandro, moi et Arthur qui sont assez convaincus par ce qui se passe. Moi-même, je pense pas que l'Espagne va tenter un bon résultat, mais au point où on en est vraiment à titre personnel, je m'en fiche un peu. Je vais juste m'amuser et remercier l'Espagne pour ce que vous offrez. Et vraiment, si par surprise, Nebulosa arrive à faire un bon résultat, moi je serai le premier à les applaudir. Troisième chanson maintenant de l'Eurovision 2024 avec Malte, qui ont conclu leur sélection de 3 mois du Malta Eurovision Song Contest, avec maintenant la victoire de Sara Bonici avec sa chanson Loop, une chanson très pop, très dansante, très radiophonique, pouvant faire penser à ce que peuvent proposer par exemple Chypre ces dernières années. Sara Bonici qui a pas mal été comparée notamment à Chanel ou encore Noah Kirel. Donc pratique pour cette année de Malte. Adil, qu'est-ce que tu penses de Loop? Au moins, on a invité Matt X. MATTBLXTX. Oh putain, c'est trop bien, il fait son blast, hein, mais au moins, on l'a invité sur truc gênant de banane. Hein. Et pourtant, Dieu sait que j'adorais Subwoofer en 2022. Hein. Bon, à part donnerai mon ça, avis après. bon, sinon, à part ça, voilà, ouais, c'est son ensemble qui fait le taf. Mais bon, pas sûr que ça passe en finale. Hein. Alexandre? J'ai pas grand-chose à dire sur cette chanson. Elle est correcte, passable, mais personnellement, pas sans grande conviction. Je sais même pas si ça pourrait se qualifier ou pas. C'est trop tôt pour dire, je pense. C'est pas ouf non plus, mais c'est pas mauvais, on va dire. Voilà. Ah, ok. Arthur? Euh, alors, il faut savoir que j'ai écouté toutes les chansons de la sélection maltaise. Ah, on est deux. Euh, Combien il y en a déjà? 20 000.
Si t'as Non, mais- besoin, si t'as besoin d'aide, y a pas de souci, Arthur. Hein, on peut t'aider. Hein, t'inquiète. Pas de souci, pas de souci. Mais il y en a, je crois, 37, un truc comme ça, Ouais, il y en a un beaucoup. nombre genre. Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais, une trentaine. Et bah, sur la trentaine, Loop était ma dernière place. Non, en vrai, elle était pas loin de la fin. C'était pas ma toute dernière, mais elle était pas loin de la fin. Euh, En tout cas, comment dire, quand j'ai vu qu'elle avait gagné, je me suis dit, bon, Bon, bah tant pis. allez, par des chances, on va regarder la performance. Et croyez-le ou non, j'ai changé d'avis sur cette chanson, et en fait, je la trouve sympa. Oh, Alors, c'est très girl pop, Yas Queen Slay, et dans le sens dans un sens où je suis pas fan, je suis pas fan de la chanson, mais il y a un truc qui se dégage, il y a une ambiance plutôt sympathique. Alors c'est du vu et revu, mais au moins c'est sympa, et ça pourrait offrir à Malte une qualification au final. Je pense surtout avec la performance qu'elle nous a fait dans la finale nationale. Si elle nous retranscrit ça sur la grande scène de l'Eurovision, je pense que ça peut marcher. Euh, Après, bon, voilà, c'est pas la chanson du siècle hein, non plus. Mais je dois dire, ouais, la performance en finale nationale, m'a convaincu. Euh, Après, une dernière chose à dire. Oui, donc c'est quand même la dernière place actuelle de mon top 10 pour l'Eurovision. Mais il faut dire aussi que le niveau cette année est quand même pas mal. Donc, sympathique, coupe, sympathique. bah tant mieux, parce que je commence à croire que tout le monde détestait. D'autant plus qu'Alejandro aussi, il est plutôt satisfait. Il qualifie ça comme du vent frais pour Malte. Et bon, c'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir Malte proposer ce genre de chansons. Voilà, comme j'ai dit avant, on a plus tendance à voir plutôt Chypre tenter ce genre de propositions. Gwen, pour le coup, lui, il trouvait la NF globalement catastrophique. Il n'y croit pas trop hein, pour une qualification finale. Il n'a pas l'air bien concerné sur cette chanson. Moi, alors, faut savoir que du côté de la communauté, la chanson a beaucoup d'engouement. Vraiment, les gens étaient vraiment contents de voir Sarah Bonici gagner et qui est surpris, qui est surpris. Je veux dire, c'est une chanson pour les Eurofans quoi. C'est une folie quoi. C'est vraiment, c'est totalement ça. Alors moi personnellement, je suis pas surpris de la victoire de Sarah et je trouve la chanson plutôt entraînante. Ça me plaît plutôt bien, sans être exceptionnel non plus. Et moi, je le dis, je pense que ça va être ric-rac hein, pour la demi-finale, pour une qualification en demi-finale. Vraiment, pour moi, il va falloir y aller parce que ça risque d'être chaud. Surtout que ça passe en première partie, donc ça peut très vite se faire oublier. Mais enfin, on disait ça pour Blanca l'an dernier. On a bien l'air con aujourd'hui. Euh, Maintenant, en ce qui concerne la performance live, alors j'ai trouvé efficace, il n'y a pas de problème, mais vraiment, il va falloir changer la chorégraphie. Hein. Parce qu'il y a des passages, vous avez copié Chanel. C'est une folie, vraiment, c'est les mêmes pas. Hein. Vraiment, va falloir inventer sa propre choré, hein, les gars, ça se voit. Hein. Honnêtement, je suis pas adepte de la théorie que tu fais qu'elle est constitutionnelle. Alors certes, il y a de l'inspiration, c'est sûr. Non, qu'elle n'est pas copiée, mais ça y ressemble beaucoup, quoi. Ça se voit. Quoi. Non, mais faut dire que la danse en elle-même, l'art de la danse, t'as pas 36 000 pas parfois, tu vois, genre pour un certain type de chanson. Donc effectivement, il y a des ressemblances. Après, de là à dire qu'elle a copié, moi je Non, dirais même qu'elle a fait mieux en fait. Donc, bon. je dis pas copier, je dis tiens, en me grattant le menton, c'est bizarre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, donc Malte avec Loop de Sarah Bonici. Une équipe ici qui est un peu tiède, à part un ou deux membres qui sont assez satisfaits malgré tout. Mais on va voir lors des demi-finales pour Malte. D'un autre côté, ça risque d'être un peu ric-rac. On termine donc la sélection de ces chansons avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui a sélectionné ses artistes via le Vidir. Ce sera donc Aliona et Diriel qui représenteront l'Ukraine à l'Eurovision 2024 avec leur chanson Teresa et Maria, une chanson pareil très féministe avec un mélange de rap et de chansons folkloriques. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette chanson de l'Ukraine? J'étais pour ça et Mélovine. Et je serais content si l'un des deux gagne. Et ben c'était le cas. Bon,
Sur Thérèse et Maria, évidemment, c'est l'Ukraine tout craché. Ça fera top 5, top 10. Surtout grâce au public. En plus, en fait, c'est comme Stéphania, bon, un peu plus faiblarde et Jamami avec 144, les deux chansons ukrainiennes qui ont gagné en 2016 et en 2022. C'est que la partie rap, ça porte tellement la chanson de sa répétitivité dans la prod. Hein. Et c'est mon top 2 pour l'instant avec la Norvège. Hein. GG les Ukrainiens. Alexandre? Alors, j'ai jamais eu trop l'occasion de revenir sur ce vide-bière déjà, mais je tiens à dire que j'ai trouvé cette édition décevante parce que l'an dernier et même en 2022 et en 2020, on avait eu droit à d'excellentes sélections avec beaucoup de potentiel. Là, je trouve que, à part le gagnant, hein, du coup, je trouve que la majorité des chansons étaient bancales, même les meilleures. Donc voilà. Malgré tout, ils ont quand même fait le bon choix en sélectionnant Teresa Maria. Et alors, au début, j'étais pas fan du tout. Mais après avoir écouté quelques tops, et ben, je trouve que le refrain passe très bien. C'est juste que je trouve que la chanson en elle-même est un peu en dessous. Et c'est pour ça, je pense que ça ne pourra pas gagner l'Eurovision comme certains disent. Mais malgré tout, c'est sûr que ça se qualifiera. Et c'est sûr, ça risque de faire évidemment possiblement encore un top 10. Hein, on va pas se le cacher, voire un top 5. Mais dans tous les cas, je suis pas 100% satisfait de ce vide-bière. Mais la chanson est très bien. C'est qui, c'est Ah, certain? je tiens à le préciser. C'est qui, c'est certain? De quoi? C'est qui, c'est certain? Certains quoi? Certains disent que ça peut gagner. Ah oui, je faisais pas référence à quiconque ici, hein. Non, 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 mais je te pour de vrai, crois, je te crois, je te crois. pour de vrai. C'est Ar- bien sûr. Arthur, qu'est-ce que tu penses de Teresa et Maria? Alors, déjà, je dois dire que j'adore toujours le vide-bière. Je trouve que c'est toujours une des meilleures sélections à l'heure actuelle dans le monde de l'Eurovision. Et je tiens à dire que j'étais choqué et outré de voir que Nahaba avait terminé avant-dernier de la sélection, ce qui m'a fait mal. Parce que je trouve que Glass est une des meilleures chansons qu'on ait jamais eues à une sélection nationale à l'Eurovision. Fermez ma parenthèse. Euh, pour ce qui est de Teresa et Maria, c'était ma deuxième place. Bon, en live, je trouve que la chanson passait un peu moins bien qu'en studio, même si je dois bien avouer que c'est très efficace, hein, comme toujours, et c'est très pro. Je crois qu'il y a eu plus de 700 000 télévotes pour cette chanson. Alors, Donc pour c'est quand même... préciser, il y a eu en total 1 100 000 votes pour le télévote. Et oui, Aliona et Jerry Hale ont récolté 720 000. Ouais, voilà, le jour où on a plus d'1 million de votes à une sélection nationale française, appelez-moi. Ah bah on est heureux, là, putain, on clame des fesses, c'est génial. Ouais, du coup, Aliona et Jerry Hale, qui, si le télévote aurait été proportionnel, auraient écrasé tout le monde. Oh, ça aurait été Euh, incroyable. ça aurait été une boucherie. Ça Mais le fait est que je trouve que c'est une très bonne chanson. De là à dire que ça joue la gagne, je sais pas. Effectivement, on pourrait se poser des questions. C'est en tout cas une des chansons qui, à mon avis, sera présente au titre. Après, bon, c'est sympa, c'est dansant. C'est pas ma chanson préférée de la part de l'Ukraine. Mais je dois dire que c'est quand même une très belle tentative. Et je suis content que Jerry Hyle, enfin, je suis content quand des artistes tentent beaucoup de fois les sélections nationales et vont une fois à l'Eurovision. Du coup, je suis content pour Jerry Hyle à sa troisième tentative. Donc c'est cool. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors, moi, personnellement, Alexandre parlait d'un certain. De certaines personnes disant que l'Ukraine peuvent jouer la victoire à Malmö. Et moi, je le fais, hein, moi, je le dis. Pour moi, on a le premier candidat. On a le premier candidat pour
aller remporter l'Eurovision. Je pense que l'Ukraine a ce qu'il faut pour reprendre ce trophée. Et cette fois-ci de manière fair. Là, il n'y a pas de débat. Je pense que l'Ukraine a de quoi faire. Vraiment, je suis amplement satisfait de ce résultat. J'en suis très heureux. Et quand tu vois le succès qu'a Teresa et Maria en Ukraine, enfin, il n'y avait pas beaucoup de suspense quant à leur victoire. J'avais vu pas mal d'Ukrainiens disant qu'on était sur une lorine. C'est-à-dire que on sait, tout le monde sait pertinemment. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait. euh, qui va gagner la sélection, etc. Et oui, moi je suis amplement d'accord, hein. Alors concernant le Beer, je l'ai quand même trouvé en dessous de d'habitude, mais malgré tout, j'ai quand même passé un très bon moment devant. Malgré que, comme d'habitude, il y a des problèmes, il y a des dramas, etc. Le télévote, il marchait pas. On n'a pas eu le représentant tout de suite. Il y a eu un énorme bug parce qu'il y avait trop de monde. Le lendemain, tu avais des participants du Beer qui ont accusé la Suspine d'avoir bourré les urnes, etc. Mais bon, ça a très vite été démenti, etc. Donc a priori, tout va bien. Mais oui, maintenant pour l'Ukraine, c'est génial, moi je trouve. Avec, oui, la partie rap de Aliona qui se marie très bien avec le reste de la chanson, etc. Moi, pour moi, il y a tout, quoi. Pour moi, il y a le full package, quoi. Vraiment, genre, il y a le live, il y a la présence des deux chanteuses, il y a le refrain qui passe bien, il y a la partie rap pour être un peu plus accessible, etc. Vraiment, pour moi, ça peut bien se passer. Et d'autant plus que pour une chanson pareille, tu n'as pas besoin de faire grand-chose en termes de mise en scène, etc. Vraiment, les deux peuvent se démerder très bien toutes seules. Et même concernant le live du Vidbeer, j'avais vu passer des infos concernant des problèmes techniques durant la performance. On peut notamment le constater lors du début, lorsque Jerry Hale retire son oreillette, et qui malgré tout arrive quand même à faire une bonne performance, etc., etc. Donc je pense que ça va bien se passer pour Malmö, je pense que ça peut totalement s'améliorer, ça peut être 10 fois mieux que ce qu'on a eu lors du Vidbeer, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Donc merci pour l'Ukraine. Faut en parler un jour de cette série de propositions du côté de l'Ukraine, c'est affolant. C'est affolant ce qu'ils proposent chaque année depuis 2020. Donc bonne chance à l'Ukraine, je pense que ça peut gagner, et on verra lors des pronostics. On passe désormais aux sélections nationales avec tout d'abord la quatrième demi-finale de l'Eurovisia.lt, la sélection de la Lituanie. Comme d'habitude, c'est notre sélection à moi et à Gwen, c'est notre petit bébé. Il n'est pas là, mais je vais vous réciter tout de suite son avis sur cette quatrième demi-finale. Une demi-finale semblable aux autres, à peine meilleure que la précédente, cela me confirme deux choses. Soit la sélection est pauvre en chanson, soit The Roop va la remporter haut la main. En revenant à la demi-finale, pas surpris de la qualification de Monica Maria, qui a interprété magistralement sa chanson, même si celle-ci n'était pas exceptionnelle. Surpris de la qualification de Dil Senso, même si c'est mieux produit et mieux mis en scène que l'année dernière, je n'avais pas trouvé cela transcendant, j'aurais préféré Kasparas à leur place. Alors moi personnellement, je vais donner un avis un peu plus positif sur cette demi-finale que j'ai trouvé plutôt sympa. Malgré que oui, je trouve vraiment que pour l'instant cette sélection inférieure, bien inférieure par rapport à l'an dernier. Mais j'ai malgré tout des petits plaisirs perso. Concernant cette demi-finale, je comprends totalement la qualification de Monica Maria et Il Senso. Il Senso qui propose un truc bien plus moderne par rapport à la chanson de l'an dernier, etc., avec un côté un peu plus dramatique, sans dénaturer le côté opéra. Et qui, je trouve, se marie très bien et ils ont toujours des harmonies de fou. Donc, je peux comprendre la qualification et aussi leur score télévote qui était sensationnel. C'est pour l'instant les participants avec le plus gros nombre de votes au télévote de tous, de toutes les 4 demi-finales réunies. Et concernant Monica Maria, je le dis, pour moi, c'est la mise en scène la plus aboutie pour Malmö, etc. Je la trouve très fournie, très significative, etc. Vraiment, j'aime beaucoup. Par contre, il va falloir m'expliquer pourquoi il m'a fallu 3 écoutes pour vraiment que je sois concentré sur la chanson. C'est terrible, parce qu'en plus c'est ma cam, c'est vraiment une genre de balade très calme, très posée, etc. Mais vraiment, pour le coup, j'ai vraiment eu du mal à me concentrer dessus. Je la trouve assez linéaire, etc. Et j'ai vu des gens dire que c'était très soporifique. Vraiment, j'aurais du mal à les contredire. Donc, à voir pour la suite. Maintenant, je suis assez satisfait. Il y a quelques performances dans le tas qui m'ont plutôt plu, qui je trouve avaient du potentiel. Il y a notamment Martin avec Jigsaw, et qui est Monsieur Boîte, pour ceux qui ne retiennent plus les noms.
qui je trouve est une chanson assez intéressante, mais malheureusement qui n'a pas pu être gérée en live, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, en gros, pendant que Martin chante, des gens viennent la bousculer un petit peu, la secouer et tout. Et ça se voit que ça ne marchait pas, elle a galéré de fou, donc faut comprendre. Et surtout, Ansanova, qui est un groupe de bardes, de bardes moyenâgeux, vraiment, qui je trouve ont une chanson vraiment positive, vraiment qui me mettent de bonne humeur et qui est bien interprétée. Pour le coup, j'aurais beaucoup aimé l'avoir se qualifier, c'était pour moi la meilleure prestation. Plus qu'à attendre la 5e demi-finale pour enfin parler de cette finale de l'Eurovision.lt. On va donc conclure cet épisode sur le début de ce qui est pour beaucoup la sélection de la saison, la sélection à ne pas manquer, le Melodym Festivalen de la Suède qui a donc commencé avec cette première demi-finale, avec cette année 6 artistes par demi-finale. 2 d'entre eux se sont qualifiés ce samedi. Je parle bien évidemment de Smash Into Pieces et de Lisa Ajax. On a également bien sûr l'éternelle Seconde Chance où s'est qualifié Adam Woods et Lisa Lindstrom, et qui a fait l'élimination de Melina Borglo, et des éternels Samir et Victor. Donc pareil, moi et Gwen allons parler de cette sélection. Je vais réciter de ce qu'il a dit concernant cette première demi-finale. Une série gagnée de main de maître par Smash Into Pieces, qui a une meilleure chanson que l'année dernière, meilleure mise en scène, chanson plus originale. Je ne suis pas étonné de leur qualification directe. Pour le reste, c'était assez pauvre, étonné de la qualification de Lisa Ajax, qui d'ailleurs a surpris en montrant son baby bump, parce que oui, Lisa Ajax a performé enceinte. Déçu de l'élimination de Samir et Victor, et pour le reste, bon courage à eux en seconde chance. Alors moi j'ai trouvé que c'était un bon début pour le Melody Festival, bien mieux que l'an dernier, qui j'ai trouvé globalement, hein, pas que la demi-finale 1, assez décevant, assez pauvre, vraiment pas top. Vraiment, moi j'ai trouvé qu'il y avait Laurine, Smash Into Pieces, quelques autres personnes, 2 ou 3, et c'est tout, quoi. Vraiment le reste, c'était vraiment pas top. C'était vraiment le genre de propositions qui font de moi quelqu'un de pas le fan numéro 1 du Melody Festival. Mais ça fait rien. Mais là, pour le coup, j'étais plutôt satisfait. Notamment parce qu'il y a Smash Into Pieces, que j'ai quand même trouvé la chanson moins bien, contrairement à Gwen, par rapport à l'an dernier, que j'ai vraiment, je trouve que Heroes Are Calling, c'est vraiment Six Feet Under 2.0. Genre, vraiment, il y a des passages, c'est les mêmes accords. Vraiment, j'ai été j'ai levé le sourcil en écoutant la chanson. Mais vraiment, c'est indéniable. En live, c'est vraiment époustouflant. Avec énormément de lasers utilisés, vraiment, ça rend extrêmement bien. Et Smash Into Pieces se place vraiment bien pour tenter la victoire lors de la finale dans un mois. Et concernant Lisa Ajax, pareil, c'est une chanson qui est plutôt ma came et que j'ai trouvé assez remarquable. Parce que oui, voilà, Lisa Ajax est enceinte, et pas de 2 ou 3 mois, hein, vraiment clairement, elle va accoucher d'ici peu. Et j'ai trouvé vraiment qu'elle a géré au niveau de la performance, etc. Donc vraiment, je la salue pour ça. Concernant l'élimination de Samir et Victor, je suis pas bien surpris. Pour moi aussi, je les aurais éliminés. Mais ça reste quand même l'une de leurs chansons préférées me concernant, de toute la participation au Melody Festival. Et concernant Andra Jensen, je pense que ça va bien se passer pour Elisa Lindstrom avec une chanson très schlager. Alors c'est bien ça, schlager, quelque chose comme ça. Genre de chanson très typique de la Suède qui perso me fait bien danser, vraiment je l'aime beaucoup. Adam Woods, j'ai moins de certitude. Perso, pour le coup, je l'ai trouvé très intéressante, la chanson très oubliable. Mais du coup, oui, une première demi-finale assez convaincante pour le Melody Festival. Et j'ai très hâte de découvrir les participants de la semaine prochaine, qui contient notamment Liamo et Frokensnusk. Et c'est comme ça que nous allons donc conclure cet épisode 119 de l'ESC Made in France. J'espère qu'il vous a plu. On espérait que ça allait être un peu moins long que d'habitude, c'est loupé. C'est pas grave, ça fera plus à manger pour vous. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 120 de la SC Made in France. N'hésitez pas à écouter cet épisode sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur Acast et sur toutes les plateformes possibles et imaginables. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Adil, au revoir Adil. Allez, ciao, bonsoir. Au revoir Alexandre. Mais au revoir et merci à toi. Et à la prochaine, Parfait Inconnu qui s'est incrusté sur cet enregistrement. Ce n'est qu'un au Revoir. Ah, mes frères, ce n'est qu'un Qu'à au revoir. revoir. Et qu'on te revoit le plus vite possible sur le podcast.
Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. À la semaine prochaine. Tchuss. Allez, À salut. bientôt.